Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouveau Bada de la série Si c'est pour la culture. On a déjà donné Bada qui a commencé la semaine dernière avec Philippe Martin, producteur de cinéma. Philippe Martin, bonjour. Bonjour. Nous avons parlé la semaine dernière de ce qui se passe avant un film, monter une production, trouver une distribution, voir avec les exploitants. On a évoqué l'un de vos premiers films, votre deuxième, celui Cible émouvante, avec Pierre Salvadori, avec Jean Rochefort, Marie Trintignant et Guillaume Depardieu. Mais on n'a pas du tout parlé de votre propre parcours à l'intérieur du monde du cinéma et d'abord de votre parcours de spectateur. C'est vous, je crois, qui dites de vous-même que vous êtes un spectateur obsessionnel ou je vous ce que je dis, c'est qu'un producteur est un spectateur obsessionnel. Bon, alors, est-ce que vous comprenez dans cette catégorie de spectateurs obsessionnels ? Oui, complètement. Encore maintenant, tout à fait, oui. Alors, allez-y, décrivez-nous ce que c'est que la traduction de l'obsession d'un producteur des origines à nos jours. C'est-à-dire depuis le moment où, à Évian-les-Bains, vous allez bénéficier, vous l'avez raconté à plusieurs reprises, de la pédagogie formidable d'un amateur de cinéma qui vous fait pas seulement voir des films, mais qui vous incite à les comprendre et à les analyser jusque aujourd'hui. Si vous voulez, c'est vraiment une adolescence complètement habitée par le cinéma. C'était vraiment, je pensais qu'au cinéma. Je pensais qu'à ça, pas du tout aux études, pas du tout. Donc, ma vie était rythmée par les séances que dans les cinémas d'Évian et de Thonon, 14h15, 17h15, le mercredi, le samedi, le dimanche. Et j'allais voir ce qu'il y avait, c'est-à-dire en général. Bon, des fois, il y avait des bons films, mais il y avait aussi plein de trucs pas intéressants. À cette époque-là, dans des villes comme ça, quand même, c'était vraiment les gros films commerciaux qui arrivaient. Je voyais un petit peu des films au ciné-club, à la télévision. Voilà, puis en effet, il y a un grand historien du cinéma qui s'appelle Henri Agel qui a fait un stage à Évian, et je me suis fait embaucher comme barman quand j'avais une quinzaine d'années, et là, un monde s'est ouvert. C'est-à-dire que là, on voyait 4 films par jour, que des classiques. Non seulement on les voyait, mais on en discutait, et moi, je pouvais quand même assister aux projections, tout ça, puisque je servais les cafés une fois que les projections étaient finies. Donc, et là, c'est sûr que j'ai découvert, je me souviens d'un cycle qui était entièrement consacré au romanesque au cinéma. Donc là, il y avait que des chefs-d'œuvre. Un autre, c'était le burlesque au cinéma. Pareil, que des films que j'avais jamais vus. Une semaine entière consacrée à Buñuel. Une autre sur le réalisme poétique. Enfin, j'ai vu énormément de grands films à ce moment-là, et surtout avec quelqu'un qui savait les faire aimer, qui était quelqu'un qui avait une particularité, donc qui était vraiment la génération de Bazin, mais dans cette mouvance qui n'était pas celle de Bazin, qui était le ciné-club encadré dans une, on va dire, une pensée chrétienne. Un mot parce que un tiers de nos auditeurs a moins de 35 ans, donc il faut expliquer que André Bazin était le critique, l'un des critiques, mais quand même en tête de liste de cinéma de la génération de la Nouvelle Vague et des cahiers du cinéma. Voilà, et donc il y avait cette école de pensée d'André Bazin, et il y en avait un peu une autre qui était beaucoup plus liée à la religion catholique, et dans laquelle était très actif Henri Agel, et c'était le premier qui avait réussi à intégrer l'enseignement du cinéma dans les lycées. Voilà. Donc et il a formé ensuite beaucoup de critiques comme Serge Danet ou d'autres qui ont grandi un petit peu dans cette éducation qu'il a fait à l'image dans le secondaire. Et voilà, et donc à ce moment-là, c'est sûr que quelque chose. Je me souviens d'avoir découvert l'horreur de Murnau dans ces conditions-là. Le choc a été tellement immense, quoi. Ça a été voilà. Donc à ce moment-là, mon rapport au cinéma a changé un peu parce que la question esthétique du cinéma est devenue très importante. Voilà, mais après. Cette cinéphilie, elle s'est faite au fur et à mesure, et elle se fait encore maintenant parce que j'ai travaillé très tôt.
Donc j'étais un très mauvais élève, je suis parti avant le bac, j'ai travaillé très tôt en Haute-Savoie, et puis après je suis venu à Paris, et là j'ai trouvé un stage, et puis j'ai travaillé comme stagiaire longtemps, pendant plusieurs années, et donc le temps de la cinéphilie était pas facile à trouver. Le côté passer sa jeunesse à la cinémathèque, c'était pas du tout mon truc, quoi. J'aurais bien aimé, mais je passe plus de temps maintenant. Mais voilà, donc cette cinéphilie, elle s'est fait un peu au fur et à mesure, mais c'est vrai que quand je dis spectateur obsessionnel, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, vous voyez des films, et puis un jour, et chez moi assez jeune, l'idée de voir un film qui n'existe pas, et que vous allez faire exister, commence à germer, et aussi inconsciente, je sais pas, irréelle qu'elle puisse paraître, s'ancre assez solidement. Et moi, à 20 ans, j'ai commencé à avoir des idées, je me dis, ah bah tiens, et pourquoi j'irais pas proposer à un tel voilà, un tel pourrait faire un film, peut-être le film serait bien, bah, je vais lui proposer. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait mon premier film de Tilly. J'avais vu une pièce de théâtre et je m'étais dit, bah, c'est vachement bien ce qu'il fait ce mec, pourquoi il fait pas de cinéma? Donc je lui avais écrit une lettre, je lui avais dit, bah, vous auriez pas envie d'écrire un scénario et de le réaliser? Et il m'avait répondu, il m'avait dit, bah, on m'a souvent proposé d'écrire un scénario, mais vous êtes le premier à me proposer de le réaliser. Donc, ok, je veux bien m'y mettre. Moi, à ce moment-là, j'étais stagiaire, j'étais bien en peine de le payer, tout ça, mais il y a eu un petit pacte de confiance comme ça. Et à ce moment-là, je me disais, si quelque chose doit m'arrêter dans cette envie de faire exister des films, bah, cette chose m'arrêtera. Mais il ne faut pas que cette chose vienne de moi. Voilà. C'est une chose qui était très claire dans ma tête. Et souvent, quand je peux intervenir dans des écoles de cinéma, je dis toujours aux étudiants, je leur dis surtout... n'écoutez pas les raisons de ne pas faire les choses. Et quand on se lance dans un projet aussi particulier que de vouloir travailler dans la création, les raisons de ne pas faire les choses, elles sont très nombreuses. Évidemment, la voix des parents, la voix de certains amis, et puis une espèce de sens du réel, de se dire, bah non, quoi, pourquoi moi, tout d'un coup, comment je vais faire pour arriver à ça? Et puis très vite, on trouve les raisons de ne pas faire les choses. Voilà. Et donc moi, je dis toujours ça, je dis surtout, n'écoutez pas les raisons de ne pas faire les choses. Et j'avais vraiment cette conscience-là très jeune. Je me disais, peut-être tu n'y arriveras pas parce que tu ne trouveras pas l'argent, parce que tu ne seras pas crédit, etc. Mais ça ne doit pas venir de toi. Ça doit venir d'éléments extérieurs. Voilà. Et puis bon, évidemment, des éléments extérieurs, des difficultés, il y en a eu beaucoup. Mais j'ai quand même toujours eu l'endurance, l'envie, c'est-à-dire une conviction profonde que c'était ma vie, quoi. Et que c'est pas et que c'était pas les difficultés, et que c'était pas un dépôt de bilan que j'ai fait 3 ans après avoir créé ma société, et que c'était pas les échecs, et que c'était pas des fois la peur de pas y arriver qui allait m'arrêter. Voilà. Donc c'est là que s'est forgé un peu cette chose très particulière qui est, parce que si vous voulez, quand à 20 ans, j'avais déjà des idées de producteur, je raisonnais comme un producteur. Jamais je me serais dit que je voulais être producteur. C'est complètement dingue, hein. Comment j'allais faire ce métier qui était illustré par ces grands producteurs que j'avais vus adolescents. Donc c'était assez curieux. J'avais et puis un jour je me suis dit, ah bah oui, mais en fait ce que tu veux faire, c'est de la production. Et quand j'étais stagiaire, j'ai été longtemps chauffeur d'un producteur qui s'appelait Maurice Bernard, et j'ai vécu un moment assez extraordinaire, sûrement le moment le plus heureux de sa carrière, qui a duré quelques mois, où il produisait en même temps I Love You de Marco Ferreri et Thérèse d'Alain-Cavalier. Et ça, c'était unique. Je le conduisais, j'étais avec lui tout le temps. Et on passait du studio d'Épinay-sur-Seine où Marco Ferreri tournait le matin. On y était le matin. Et l'après-midi, on allait à Boulogne où Alain Cavalier tournait Thérèse. Et ça, c'était dingue. De voir de tels metteurs en scène avec des méthodes si différentes. Puis je pouvais assister aux projections de Rush. Et puis de temps en temps, quand je raccompagnais Maurice Bernard, il rentrait avec un metteur en scène, des fois c'était Marco Ferreri, des fois c'était Cavalier, donc je les entendais parler dans la voiture, tout ça. Donc ça c'était quand même, ça c'était fou, quoi. Et puis je vous dis, les rushs, quoi. Aller sur le plateau de Thérèse, qui était un plateau tellement particulier, il y avait que 10 personnes, le plateau était interdit, même l'attaché de presse pouvait pas rentrer sur le plateau, et moi je pouvais rentrer. Les gens travaillaient avec soit en chaussettes, soit en ballerines. Surtout pas de bruit de chaussures, Et il y avait un chef opérateur, un immense chef opérateur, Philippe Rousselot, qui était tout seul avec un électricien. Il faisait ses lumières, je le voyais travailler, mettre les projecteurs, les tulles, tout ça, etc. Le soir, ranger lui-même les projecteurs dans ses valises. Et Alain Cavalier, entre les plans, allait derrière un paravent. Il y avait des oranges. Il mangeait des oranges. L'odeur de l'orange était omniprésente dans ce plateau.
Et puis, j'ai vu comme ça les 3 premiers jours de tournage. Et puis, 4e jour, je suis allé au rush. Alors là, ce que j'ai vu, ça m'a tellement marqué. C'était tellement beau. Je revenais pas. Je me disais, mais ce petit gars-là, ce chef opérateur, tout seul avec son électro, il arrive à faire des choses si belles. Donc ça, si vous voulez, ça vous éveille, quoi. C'est quand même. Donc c'est sûr que c'est quelques mois que j'ai passé dans l'intimité d'un producteur, et vraiment l'intimité. Hein. J'arrivais le matin chez lui, il dormait encore, et je le ramenais le soir, souvent très tard. J'ai tout vu un peu de cette vie, et ça me plaisait. Stagiaire, ça a été votre école de cinéma? Ouais, ça m'a plu beaucoup. Ouais. J'ai fait ça pendant longtemps. La première fois que j'étais stagiaire sur une série télé qui n'était pas une série télé. Bon, la série présentait aucun intérêt artistiquement, mais elle présentait un intérêt pour le jeune passionné de cinéma que j'étais. C'est que c'était une série qui était faite autour de Michel Morgan. Et donc, on avait entouré Michel Morgan d'une pléiade de stars. Donc, il y avait Jeanne Moreau, il y avait Michael Lonsdale, il y avait Daniel Gélin, il y avait Heinz Bennett, il y avait Marie-France Pizier, il y avait Paulette Dubost. C'était vraiment... Et donc, moi, j'avais 19 ans, je débarquais sur le plateau. Et comme j'étais stagiaire, j'en conduisais pas mal. Hein. Et donc, et notamment Jeanne Moreau. Et dans mon boulot, pendant un mois, ça a été de la conduire tous les matins sur le plateau, de rester près d'elle. Et à un moment donné, j'ai compris ça. Je me suis dit, tiens, t'es le stagiaire, mais même le metteur en scène, il n'a pas un lien aussi intime que tu as avec ces artistes. Parce que je passais du temps avec eux, je discutais, c'était... assez amical, au fond, au bout d'un moment, la série a duré, je sais pas, 3-4 mois, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, c'est pas mal cette place quand même. Hein. C'est pas mal cette place de chauffeur. Bon, par ailleurs, j'étais un très mauvais chauffeur, je connaissais pas Paris, c'était la catastrophe. Mais j'en profitais. Je savais que c'était une chance un peu... et j'ai des souvenirs quand même d'échanges, de moments avec certains de ces artistes uniques quand même, et qui étaient liés à ce cadre bien particulier, la voiture. Être 2 dans une voiture et quand avec Jeanne Moreau, on faisait 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir pendant un mois, au bout d'un moment, on se dit des choses. Hein. Enfin, des choses personnelles, intéressantes. Que ce soit la période où vous étiez adolescent à Évian, ou que ce soit le moment où vous étiez stagiaire à Paris, ou l'évolution ensuite de votre activité à l'intérieur du cinéma, est-ce que ce qui vous séduisait, motivait, captivait le plus, c'était d'être dans un monde à l'abri du monde, enfin dans un monde créé par ceux qui en sont les habitants? Oh, je me suis pas dit les choses comme ça. Hein. Non. Non, d'autant plus que le cinéma est quand même très en prise avec le monde. Et moi, c'est ça qui m'intéresse souvent dans des films que je produis, c'est comment faire résonner le monde et certains sujets du monde, des sujets politiques, des sujets sociaux. Donc, non, je peux pas dire que je n'ai pas cherché, je cherche toujours pas à être à l'abri de quelque chose, non. Oui, je ne pensais pas que vous cherchiez à être à l'abri, je pensais que vous cherchiez à être dans un monde dont on peut créer les règles. Mais peu importe, c'est peut-être une question trop psychologique. C'est pas tant les règles que le cadre. Oui. Je ferai un petit distinguo. D'accord. C'est que quand vous produisez, produire, c'est donner un cadre à des gens qui ensuite vont faire une œuvre. Et donc, voilà, mais non, la question du rapport au monde, c'est même une question très prégnante, je trouve, dans mon travail, de comment, souvent, on voit des films et on se dit... et même moi, dans des films que je produis, je me dis, mais ces films ne parlent pas assez du monde tel qu'il change, tel qu'il est, tel qu'au fond, peut-être des fois, les gens, le public aimerait qu'on leur parle de leur époque. Mais c'est pas facile parce que c'est pour ça que je fais du documentaire un peu parfois, c'est que rares sont aussi les réalisateurs qui ont vraiment cette capacité aussi à comprendre le monde sur des sujets politiques, sur des sujets économiques, sur des sujets sociaux, voilà. Mais quand j'en identifie, et il y a un réalisateur, un documentariste, Jean-Stéphane Bron, avec qui j'ai fait plusieurs documentaires, et alors ça me passionne, quoi, de voir l'intuition qu'il a, quoi, de l'organisation du monde. Qu'est-ce qui change? Où sont les enjeux? De quoi il faut parler? Dans les films de fiction que vous avez produits, quels sont ceux qui vous paraissent le plus être en prise justement avec le monde tel que nous le vivons? J'ai du mal à répondre à cette question. Déjà parce que j'ai produit beaucoup de films. Oui, ça. Donc, non, mais par exemple, je pense que quand
quand on a fait Les Apprentis avec Pierre Salvadori, quelque part, ce film a résonné à son époque. Quand je parlais de ça pour le film de Rochant, Les Apprentis, ça a été ce cas-là aussi. C'est un film qui, à un moment donné, a parlé d'une espèce de vie un peu précaire, un peu poétique, un peu une amitié. Et ça, je ne sais pas si ça disait quelque chose du monde, mais ça disait quelque chose de l'époque. Oui, ça, je crois qu'en effet, ça disait quelque chose de l'époque et sur cette précarité dont vous parlez et sur ces amours ratés, ces amitiés réussies. Voilà. Il y avait beaucoup de choses. Là, il y a un nom qu'on n'a pas prononcé, mais qui compte pour vous, c'est François Truffaut. Oui. Ah bah oui, c'est un nom qui a été... ça a été le point de départ de tout, ouais. Ouais, c'était vraiment... quand j'ai vu Le Dernier Métro, voilà. Septembre 1980, ma vie a basculé. Je me suis dit, ah... Vous avez quoi, 14 ans ? J'ai 14 ans, ouais. Et là, et je me dis, c'est lui, quoi. Ta vie, ce sera de travailler avec ce mec. Ce sera de travailler pour lui. Et c'est très clair dans mon esprit. C'est tellement clair que l'année d'après, à 15 ans, j'obtiens de mes parents cette chose assez... encore maintenant, je me demande comment j'y suis arrivé... l'autorisation de passer une semaine tout seul à Paris, à 15 ans. C'était pas évident, en auberge de jeunesse, je connaissais ces personnes et tout. Et dans le but de venir à Paris pour rencontrer Truffaut. Et un jour, je suis allé dans ses bureaux, les Films du Carrosse, rue Robert-Estienne, dans le 8e, et c'était au mois d'août, il n'était pas là, mais sa secrétaire, a compris. Voilà, j'avais trouvé un prétexte, je demandais des affiches, mais elle avait bien compris que c'était pas les affiches qui m'intéressaient tellement. Et je me souviens, elle m'avait fait visiter tous les bureaux. Et y compris le bureau de Truffaut, elle m'a fait rentrer, elle m'a fait regarder, tout ça, etc. Et j'avais été vraiment tellement marqué, quoi. Et puis voilà, j'avais cette idée, quoi. Moi, ce que je voulais faire, ce dont je parlais, ce que j'ai fait avec ce producteur, ou ce que j'ai fait ensuite avec un autre réalisateur, qui était une espèce de poste de chauffeur, stagiaire, c'est pour lui que je voulais le faire. C'est ça qui me... Et puis voilà, j'étais en Haute-Savoie, puis un jour, il est mort. Et quand il est mort, j'étais exactement dans la situation où on est aujourd'hui, c'est-à-dire que j'animais une émission de radio consacrée au cinéma, dans une radio libre de l'époque, à Annemasse. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as foutu ? Mais t'as perdu complètement ton temps, quoi. Tu voulais bosser avec lui, et voilà, il est mort, et qu'est-ce que tu vas faire ? Et là, j'ai tout arrêté. J'avais un travail, j'avais un studio, tout ça. J'ai tout arrêté en 3 semaines. Et je suis venu à Paris. Dans cette idée de me dire, t'as perdu ton temps. J'avais 18 ans, j'avais pas tellement perdu mon temps, mais quand même, il y avait un peu cette... Et donc, et je suis arrivé à Paris, et puis à partir de là, je vais pas développer maintenant, mais Truffaut a été très présent sur beaucoup de rencontres, c'est-à-dire que l'espèce de voix qui m'avait indiqué à 14 ans, cette voix ne m'a jamais trahi. Ça a toujours été la bonne. Ça a toujours été... Et c'est ça qui est étonnant chez Truffaut. Alors bon, ce qui a été pour moi un grand dépit amoureux, c'est quand il est mort et que je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de gens qui avaient vécu ça avec Truffaut. Alors là, j'en revenais pas. Je me disais, mais moi, je pensais que c'était mon histoire. Je pensais qu'il y avait que moi qui avait eu un rapport si fort à cet homme. Mais pas du tout. Et les bouquins qui apparaissaient, et tous les témoignages, et les articles, et tous les gens qui disaient « Ah là là, qu'est-ce que Truffaut a conté dans mon adolescence ?» Alors là, ça m'a mis un coup, quoi. Je me suis dit « Alors, c'est quand même bizarre. Tu étais si peu original, en fait. Il y a tellement de gens qui vivaient ça comme toi. » Et alors après, donc vraiment, Truffaut, c'est un sujet de réflexion sans fin. Il y a des cinéastes dont on peut... et il y en a plein qui sont des plus grands cinéastes que Truffaut, et dont les films sont des films plus majeurs que ce Truffaut. Mais... Truffaut a cette capacité très particulière, c'est il fait aimer. Il fait aimer le cinéma, il fait aimer ce qu'il aime. Et ça, c'est une chose, si vous pensez à des très grands cinéastes, voilà, parlons de Godard, parlons de Piala, quel que soit l'amour qu'ils ont eu pour le cinéma, ils n'ont pas toujours eu cette capacité d'avoir en eux une telle volonté de le faire partager, une telle volonté de faire aimer ce qu'ils aiment, une telle volonté de dire pourquoi une œuvre a tellement compté, pourquoi un artiste a tellement compté. Et Truffaut avait ça. Et quand vous êtes adolescent et que vous êtes dans un moment je sais pas comment dire, d'éveil au monde et à la création et à l'art et au cinéma, mais pas que, à la littérature, et que vous tombez sur Truffaut,
il vous aide. C'est vraiment... il a le rôle d'un ami. Et pour moi, il avait le rôle d'un ami. Je lisais ses critiques, je lisais... Il me conduisait. Il conduisait ma pensée un peu. Il y avait quelque chose comme ça. Et Truffaut a cette fonction, qui est une fonction qui n'est pas obligatoirement celle d'un génie absolu du cinéma, même si, par ailleurs, ce qui est fou, c'est à quel point son œuvre est une œuvre matricielle. C'est-à-dire à quel point, combien de fois, quand on parle avec un cinéaste d'un scénario, on revient au film de Truffaut et on se dit quelle solution Truffaut a trouvé à ces problèmes-là. Et souvent, les solutions que Truffaut a trouvées sont les bonnes. C'est-à-dire qu'il y a un côté... je ne sais pas comment dire, le mot est un peu mineur, mais il y a un côté pratique chez Truffaut. Il y a un truc, il vous dit, il vous apporte des solutions. Voilà, maintenant, comme si il était là, il vous disait, mais non, regarde ton problème là, il faut le faire comme ça. Regarde, moi, dans le film, je me suis pris comme ça et ça marche. Et oui, c'est vrai. Et donc, il y a un peu cette chose qui est très étonnante, c'est que c'est un artiste tellement accessible. C'est tellement... et c'est pas si fréquent. C'est-à-dire que souvent, il y a des artistes majeurs, mais qui vous dominent. Truffaut, jamais il vous domine. Truffaut, il est toujours à côté de vous, dans ses films, dans ce qu'il a écrit, dans ce qu'il dit, dans ses interviews. Il est là et il vous fait aimer, il vous comprend. Il y a un peu... Et cette chose, je l'ai toujours regardée comme une... je sais pas, pour moi, c'est exemplaire, quoi. C'est un mode de pensée auquel je me réfère tout le temps, quoi. J'aime profondément cet homme, profondément. Vraiment, et la passion que j'ai eue pour lui, alors évidemment, il y a eu des moments où quand je me suis rendu compte que tout le monde adorait Truffaut, alors, je me suis dit, c'est bon, allez, moi je m'éloigne un peu, tout ça, etc. Je vais les laisser entre eux. Et puis en fait, non, j'y reviens tout le temps, quoi. Je reviens et à chaque fois, et je peux encore revoir Le Dernier Métro pour la 12e fois et je comprends pourquoi ce film m'a autant marqué. Mais voilà, et comme la plupart des films de Truffaut, pas tous, hein. Il y en a 2-3 que je trouve vraiment beaucoup moins intéressants. Mais même quand, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai revu L'amour en fuite. Je me suis dit, c'est la fin des aventures de Donald. Je me dis, ça, c'est quand même pas, c'est pas Jojo, quoi. Voilà. Mais juste après, il fait Le Dernier Métro. C'est-à-dire que même d'un point de vue de penser la création, des fois, on peut voir un film mineur d'un cinéaste, mais le coup d'après, il peut être aussi haut que ça, quoi. Donc ça vous oblige à penser la psyché des artistes autrement, à pas juger trop vite, à être toujours attentif, à vous dire, tiens, là, peut-être, il y a une petite baisse de régime, mais voyons après. Et moi, dans mon travail de producteur, c'est ça, je fréquente les artistes, je suis au plus près des artistes. C'est eux mon ressort. Toute ma vitalité, mon énergie vient d'eux. Et ça, c'est intéressant de se dire, tiens, comment l'inspiration va, s'en va, peut revenir, d'identifier ça, d'accompagner, de guider. À défaut d'avoir rencontré Truffaut, est-ce que vous avez rencontré ses producteurs ou des collaborateurs ? Non, parce que Truffaut avait cette particularité qui se produisait lui-même. Hein. Ouais. Il a inventé cette liberté que peu d'autres ont inventé comme lui. En tout cas, ça a été un des premiers à se donner vraiment les moyens de son indépendance. Après, il y a bien sûr d'autres réalisateurs qui sont devenus producteurs. Il y a même un syndicat qui regroupe l'ARP, les réalisateurs producteurs. Mais à cette époque-là, ça n'existait pas. Quand il crée les films du Carrosse. Et quand il crée les films du Carrosse, il crée les films du Carrosse pour lui, mais pas seulement. Il aide Cocteau à faire Le Testament d'Orphée, il aidera Piala à faire L'Enfance nue, il soutient d'autres réalisateurs comme producteurs. Donc, non, il a une espèce de producteur exécutif, Marcel Berber, qui s'occupe de la fabrication des films, tout ça, mais il a créé Et ça, c'est aussi une chose intéressante. Souvent, les cinéastes... Les bons cinéastes, ils trouvent leur modalité de production. Ils savent comment... Vous voyez Woody Allen. Woody Allen, la plupart des films de Woody Allen sont sur le même budget, quasiment le même temps de tournage, le même principe. Enfin, et il y a beaucoup de cinéastes qui sont comme ça, qui à un moment donné, et ça c'est toujours intéressant quand on produit, c'est de voir le moment où le cinéaste trouve sa modalité de production. Et moi c'est toujours un moment, ça m'excite beaucoup. Quand, par exemple, je travaille avec Christophe Honoré, Christophe a vraiment c'est à la fois un garçon très peu matérialiste. Jamais on va parler d'argent, jamais. Je sais pas comment dire, l'argent n'est pas du tout une chose qui compte dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui a un sens de la fabrication, des moyens qui doivent être mis, à quel endroit, de l'organisation, de l'équipe, de tout ça, etc. Et ça, c'est une chose que j'aime beaucoup. Quand tout d'un coup, je me dis, pour moi, c'est un signe d'une certaine dimension de l'artiste, de savoir aussi
de quoi assez précisément il a besoin pour créer. Alors, vous avez mentionné Christophe Honoré, dont vous avez produit plusieurs films, comme vous l'avez fait pour Emmanuel Mouret, comme vous l'avez fait pour Beyond and Love, comme vous l'avez fait pour Pierre Salvadori, dont on a parlé, comme vous l'avez fait pour Jean-Paul Siverac, qui est un peu à part, si je puis dire, dans le type de recherche, et puis aussi, mais pour un documentariste, mais dont on parlera plus tard, qui est Philippe Béziat, qui est votre documentariste, qui est le documentariste que vous produisez et qui s'intéresse particulièrement à la musique. C'est à peu près des gens de votre âge, en fait. Un peu plus jeunes dans certains cas, mais... Mia est plus jeune quand même, elle a une quinzaine d'années de moins. Plus ou moins, où il y a des gens de mon âge, comme Pierre, et Christophe qui a quelques années de moins. Mais après, ce qui est intéressant, c'est aussi de produire de jeunes metteurs en scène et de continuer à faire des premiers films. Hein. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans cette génération qui vous paraît être un trait commun, un point commun Ouais, c'est pas facile à dire. Parce qu'entre Christophe, Pierre, Mia Hansen Love, tout ça, c'est des univers très différents. Non, sur les films, c'est quand même des mondes très différents. Après... Et sur la façon d'envisager le cinéma ? Oh, c'est difficile. Non, ce que je peux dire, c'est plus dans le rapport, dans le rapport du travail avec eux, parce que produire un film, c'est produire un cinéaste, mais c'est produire un cinéaste avec lequel on s'entend. Et ça, c'est pas simple. C'est-à-dire que produire un film, des fois, c'est tellement difficile. Il peut y avoir tellement de difficultés objectives, mais aussi, de financement, de temps de tournage, je voudrais ça, non, je peux pas te le donner, non. Et puis aussi de difficultés qui peuvent être des difficultés esthétique sur le montage, à un moment donné, de ne pas être d'accord sur le montage. Donc, si vous voulez, les possibilités de conflits, de complications sont nombreuses. Donc, il faut travailler avec des gens avec lesquels on s'entend pour trouver, quand on est confronté à ça, les solutions à deux, de surmonter les problèmes et d'avancer et de faire le meilleur film possible. Donc oui, je peux faire des points communs entre ces différentes personnalités sur leur... pourquoi j'arrive à m'entendre avec chacune des personnalités. Plus difficile de les réunir sous une idée un petit peu plus générale du cinéma. Mais après, il y a une chose quand même... il y a quand même une chose qui est de l'ordre d'une forme d'intimité. C'est-à-dire qu'au fond, les films de Pierre Salvadori sont très intimes, beaucoup plus que l'impression qu'ils peuvent donner. Pierre, il a fait des films qui ont été des grands succès, des comédies, tout ça. Donc, on ne soupçonne pas que certains de ces films sont des films aussi personnels que chez des réalisateurs comme Arnaud Desplechin ou des auteurs tout à fait dont on sait, il y a certains films de Christophe, donc Christophe va dire, c'est des films autobiographiques, ou Mia. Chez Pierre, c'est aussi le cas, mais Pierre, c'est comme si jamais il cachait ça avec la comédie, c'est comme si jamais il se servait de la comédie pour créer une distance entre vraiment parfois même sa biographie, des choses de sa vie, et que moi je reconnais complètement. Donc il y a quand même un peu ce point-là, c'est-à-dire que c'est quand même... peut-être que les cinéastes qu'on produit, et je dis on parce qu'on est deux à produire, quelques années après avoir créé Péléas, un producteur m'a rejoint, David Thion, et on produit les films à Péléas ensemble. Il y a sûrement quand même... C'est quand même un cinéma souvent qui a à voir avec une forme d'intimité de l'artiste. Ou des personnages, plus qu'avec des choses qui seraient plus spectaculaires, plus... Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... sans doute, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez savoir si cette question est plus ou moins pertinente et quelle en est plus ou moins la réponse. Je vous propose qu'on fasse une nouvelle pause maintenant. J'espère que nous arriverons à aborder tous les sujets que j'aimerais aborder avec vous, mais je pense que, disons qu'il y a au moins deux sujets dont j'aimerais parler. L'un est celui des 2 livres d'entretien que vous avez publiés à La Tour Verte, qui est une maison d'édition que tous les cinéphiles devraient connaître, et j'avais ici, je crois, recommandé le livre sur la Continentale, qui est un vrai travail d'enquête tout à fait remarquable. Et puis l'autre, c'est la musique, évidemment, puisque vous avez beaucoup produit dans ce domaine-là. Mais je vous donne rendez-vous tout à l'heure.